Salut à tous, bienvenue. On est de retour. Bureau Oval est de retour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On fait encore une émission par Zoom parce que voilà, il faut laisser le temps que tout se remette bien en place. Et on le promet, la prochaine fois, on sera de retour tous ensemble dans nos studios à Levallois, dans notre beau studio. Mais pour le moment, on se retrouve par Zoom. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait quasiment les mêmes émissions. Pour se retrouver ensemble, on est 5 aujourd'hui avec les habituels, comme d'habitude. Emric, comment ça va, Emric ? Bah ça va super. Bah, ce qui est cool avec Zoom, c'est que tu vois, là tu peux croire que je suis habillé classe, mais en fait je suis en short depuis tout à l'heure, tu vois. Genre rien à branler quoi. C'est un beau short en plus. Ah, c'est mon short de club, hein, tu vois, ça, la cool. Un short de club d'amateur, ça. C'est les fameux shorts où cette année je prends L. Ouais, non, je prends M. Non, attends, essaye les shorts quand même, on sait pas, il t'a grand cette année. Ils grandissent de plus en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, par contre, il y en a un, on a l'impression que ces t-shirts sont de plus en plus petits, c'est Yam. Comment vas-tu, mon Yam ? Toujours plus. Mais écoute, ça va très bien. Non, c'est un débardeur fait par, vous savez, R15. Je ne sais pas si on voit bien. C'est alors, c'est de l'autre côté, par contre. Doré. Voilà, là, pardon. Et là, c'est Rugby Performance. Je voulais passer un petit coucou à mon ami Loïc Archer, qui a eu des petits soucis de santé dernièrement. Donc, c'était l'occasion de lui faire un clin d'œil et de lui dire que je pensais fort à lui. Voilà, simplement. Eh ben, nous, tout en montrant sa musculature. Voilà, c'est ça, évidemment. Voilà, par exemple. Et de dire que R15 fait des très beaux maillots. Donc, n'hésitez pas, si vous venez d'un club amateur et que vous avez besoin de maillots, ils font des très, très beaux maillots qui sont très faciles à faire. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'R15. Alex Priam, comment vas-tu ? Tu es dans une belle végétation, dis-moi là. Ouais, t'as vu, hein, c'est un cadre bucolique. Ouais, je vois ça. Ça va très bien. Bon, bah tant mieux alors. Appelle comme tu veux le bois de Boulogne, mec. Hein. La plage en plus. Il sort de footing, t'inquiète, on y croit. Et donc, pour terminer, qui nous rejoint aujourd'hui, on a un invité, on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. C'est Damien Dussault, agent de joueurs. Comment vas-tu, Damien ? Ben, ça va très bien, merci pour l'accueil. Je ne vais pas réussir à être aussi bon que vous, je crois, sur les vannes, mais je vais essayer de me détendre et d'envoyer ce que je veux. Il n'y a pas besoin, il y en a, elles sont tellement catastrophiques qu'il vaut mieux pas imiter ça. Donc aujourd'hui, on t'invite, Damien, parce qu'on a une émission qui est prévue sur les top transferts de la saison prochaine en top 14, parce que malgré cette période de confinement qu'il y a eu, on ne s'en rend pas compte, mais la prochaine saison arrive assez rapidement. Donc, la première question que j'ai envie de te poser déjà, c'est que j'imagine que ça a dû être une période de mutation et de pré-négociation qui a dû être très sincèrement beaucoup plus compliquée à gérer que les autres années, non ? Alors, plus compliqué, je ne peux pas dire plus compliqué, beaucoup plus particulière parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de rapport pas d'homme à homme. Quand tu te vois plus, c'est un peu particulier, les rendez-vous, que ce soit avec les clubs ou avec les joueurs, les visios. J'ai en tête quelques visios assez exceptionnels, on va dire, avec des trucs où tu maîtrises un peu moins quand même en visio quand les protagonistes ne sont pas juste à côté de toi et que tu ne peux pas mettre le petit coup de coude en disant aux joueurs non, ça ne faut pas le raconter, ferme-la. Je rigole. J'ai eu deux, trois trucs marrants. C'est plus compliqué forcément parce que les conditions économiques des clubs sont moins bonnes. J'espère qu'elles seront meilleures assez rapidement. C'est plus compliqué parce qu'il y a encore quelques joueurs qui n'ont pas encore trouvé de contrat pour la saison prochaine, me concernant. Mais je pense que globalement, il y a beaucoup de joueurs sur le marché. Et je pense qu'il y a aussi, pour le moment, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a quelques histoires qui occupent les médias. Mais bientôt, on va commencer à parler des mecs qui se retrouvent sans rien, qui ont des familles, etc. Et ce sera un peu plus dramatique, je pense, et un peu moins sympa de parler de ça. Effectivement, là tu fais allusion au projet notamment à Béziers. J'imagine il y a énormément de joueurs qui sont annoncés et des grandes stars qui sont annoncées. Il y a même des Bodenbach qui sont annoncés. Mais à côté de ça, on a typiquement le capitaine de Béziers, par exemple Jonathan Best, qu'on aura peut-être la semaine prochaine avec nous pour une émission spéciale Béziers pour que vous compreniez tout sur le rachat de Béziers potentiel par les Émiratis. On en parlera et on verra parce que le dossier va tellement vite que ça bouge tous les jours. Donc on préfère attendre encore un peu avant d'en parler. Aujourd'hui, on va donc parler des 8 plus gros transferts de la saison en top 14. Je vous propose, les gars, de faire un tour de table et vous en avez choisi 2 chacun. Emric, on commence par toi. Quels sont les 2 joueurs dont tu avais vraiment envie de parler et les 2 transferts, on va dire ? Moi, tu sais, j'aime l'exotisme. Donc, du coup, il y a une nation que j'aime tout particulièrement, c'est l'Argentine. Donc, du coup, je vais parler quand même de l'arrivée à l'UBB de Guido Petti. Un monstre, très jeune, 25 ans, je crois, il a seulement. Ouais, donc voilà, on en parlait. Donc Guido Petti à l'UBB et la sensation de cette Coupe du Monde, le japonais Matsushima, quoi.
à l'aile à Clermont, si je dis pas de conneries. J'imagine que tu connais son prénom. Bien sûr. Kakuto. Attends. Kotaro. Kotaro. Bon, ça va, tant que tu sais Ouais, mais comment. on dit tout le temps Matsushima, tu vois. Moi, je vois K Non, Matsushima, mais tu vois ce que je veux dire. Je dis ça parce que justement, moi, avant l'émission, je disais Matsushima, je connaissais les prénoms de toutes les Non, mais recrues dont on honnêtement, avait ouais, je parlé. crois que j'ai Mais jamais je me suis prononcé dit, son prénom. putain, mais c'est quoi son prénom à celui-là? Bah, c'est Kotaro, voilà. Kotaro Matsushima dont on va T'es sûr que parler. c'est Kotaro? Euh, Kotaro, ouais. Quasiment certain, après, il peut avoir plusieurs prénoms, mais je sais qu'il s'appelle en tout cas Kotaro Matsushima. Mon Yam, qui as-tu choisi aujourd'hui? Je vais vous parler de Sébastien Vézy, qui passe de Toulouse à Clermont, et de Alex Lozowski, qui va à Montpellier, des Saracens. Je suis Club qui a impatient que tu aussi me parles connu d'Alex Lozowski notamment, parce que c'est un Alexis joueur qui est Desbois. Ouais. relativement méconnu en France et qu'on aimerait bien un peu plus connaître. Avec plaisir. Yann, qui as-tu choisi? Vas-y, Will Skelton, pareil, un transfuge des Saracens avec la situation catastrophique des Saracens, il va à La Rochelle. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. Et puis évidemment, Kurt Lebil, qui pourrait devenir la plus grande star du top 14 actuellement en allant au Racing 92. Et donc moi, je vais terminer. On va parler de 8 joueurs. Après, on aura des petits bonus. Évidemment, je vais parler de Ben Tamefuna, donc le pilier qui passe donc du Racing 92 à l'UBB. Il y a très peu de transferts de piliers dans le top 14, mais là, on parle d'une véritable star et qui rejoint un énorme projet à l'UBB et Christophe Furios. Et je vais parler aussi de Vincent Rattès, parce que des internationaux français qui sont transférés après Coupe du Monde, d'habitude, il y en a plusieurs. Et là, finalement, il y en a très peu. Donc, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse et j'aimerais bien avoir vos avis. On démarre donc avec le premier joueur, c'est Kurt Lebil. Kurt Lebil, Alex, est-ce que tu peux nous présenter déjà le joueur pour ceux potentiellement qui ne le connaissent pas ou un peu moins bien? Alors, c'est un gars qui est australien, qui a 92 sélections. Il peut évoluer un peu partout dans la ligne de trois quarts, mais il est surtout arrière, on va dire, majoritairement. Mais tu peux le faire jouer au centre, tu peux le faire jouer à l'aile, tu peux le faire jouer à l'ouverture. C'est un gars ultra polyvalent qui sait absolument tout faire. C'est un talent, mais un talent vraiment exceptionnel. Euh, pour le coup, c'est un joueur ultime, quoi. Enfin, vraiment, tu as envie de le voir, t'as envie de le voir tout le temps jouer, ce gars-là. Il sait tout faire, vraiment très bon, même un bon petit jeu au pied, très bon défenseur, il va vite, belle passe. Enfin, c'est une superstar vraiment du rugby mondial. C'est la superstar de l'Australie maintenant depuis, on va dire depuis bien 5-6 ans, depuis la fin, on va dire, de l'ère Guito et là où il était au top. Mais voilà, c'est un gars qui est donc passé au London Wasps quand même, Wasps pendant une saison. Il a fait beaucoup de Waratahs, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Et il arrive au Racing en lieu et place de Brice Dulin qui va à La Rochelle. Donc du coup, avec deux arrières au Racing 92, tu auras donc Kurt Lebil et Simon Zibo. Ça fait quand même Pas mal. beaucoup Et de place sur le papier. d'ailleurs, quand on a créé l'émission, tu nous as fait une petite liste de la ligne potentielle d'arrière du Racing 92. Ouais. Là, on est sur du lourd. Elle change très peu, mais elle reste très impressionnante. Bah, sur le papier, tu as possiblement Iri Barren, Russell, Juan Imhoff, Chavancy, Vakatawa, Teddy Thomas et donc Kurt Lebil. Mais tu peux aussi mettre Kurt Lebil au centre et l'associer pourquoi pas à Vakatawa, puisque Kurt Lebil peut jouer 12. T'imagines Kurt Lebil, Vakatawa à la paire de centre Ah, et mettre Zebo à l'arrière, tu vois. Tu peux faire des trucs de fou. c'est assez impressionnant. Damien, première question pour toi. Il y a le président de la Fédération australienne de rugby, Scott Johnson, qui a dit que les Australiens jouant à l'étranger il y a quelque temps étaient encore sélectionnables. Mais finalement, le nouveau sélectionneur, Dave Rennie, a dit qu'il ne sélectionnerait pas les Australiens du top 14. J'imagine, en tant qu'agent, que ces changements permanents de politique des autres pays ne doivent pas forcément être faciles à gérer quand on gère des contrats. C'est effectivement compliqué parce qu'on est dans un monde du rugby où tout change tout le temps. Il y a des pays plus ou moins stables, on va dire. Il y a des pays plus ou moins. La Nouvelle-Zélande, c'est très stable globalement, avec une règle, c'est non. noir ou blanc pour le coup. En Australie, ça change tout le temps. Après, je pense que Kurt Lebil, 92 sélections, il court peut-être plus après quelques sélections supplémentaires. Et puis, je pense que au-delà du choix qu'est le sien sportif ou de vie, la baisse de salaire en Australie, elle a dû quand même sacrément l'aider à À venir. faire son choix. Je veux dire, en Australie, il faut rappeler que c'est quand même moins 60% les salaires. Donc, c'est quand même un peu costaud. Dans toutes les franchises?
dans toutes les franchises, c'est moins 60 et ils ont allongé les contrats pour pouvoir le récupérer sur 3, 4, 5 ans. Mais ça marche sur un jeune peut-être qu'à 23, entre 23 et 25 ans de signer longtemps. Ça marche peut-être moins pour un joueur qui est à l'âge de Kurt Leville, puis surtout qui a, je pense, vécu beaucoup de choses. Il faut rappeler que je ne sais pas s'il a le record, mais c'est l'un des plus jeunes joueurs à avoir joué en Super Rugby. Je crois qu'il a joué avant même ses 17 ans. Ouais, non, mais c'est incroyable. Encore, On ne connaît pas le prix de son salaire. On connaît pas un peu son salaire au Racing. Mais bon, enfin, je pense qu'on peut imaginer quelque chose autour de 100 000 euros par mois pour un joueur comme ça. Pas loin en tout cas, je pense. Il est boss, Mick. Ah non. Non, je pense qu'il est pas loin du million symbolique par an. Hein, je pense. Enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un salaire assez colossal. Ouais. C'est un joueur de 31 ans qui a signé pour 2 saisons. Yann, quand on voit cette ligne derrière-là du Racing, on se dit que le Racing peut toujours avoir les mêmes ambitions pour la saison prochaine. Bah oui, ils peuvent clairement viser le doublé Coupe d'Europe et championnat. Et puis, enfin, surtout, en tant qu'amateur de beaux jeux, étant trois quarts, je me dis, on va se régaler, on va avoir des appuis, on va avoir des offloads. Ça va être un jeu vraiment alléché, et encore plus sur surface rapide, comme l'Arena du Racing le propose. Non, ça devrait être vraiment, vraiment pas mal du tout. Ouais, parce que Emeric, pour le coup, toi, je sais que à la Coupe du Monde, tu avais gardé un certain souvenir de Kurt Leville comme un des joueurs qui, bon, sur les matchs de l'Australie qui n'étaient pas les plus fameux qui soient, avait quand même un niveau assez intéressant. Bah, c'est l'un des rares en Australie qui jouait bien, en fait. Pour être un peu dur, mais C'est l'Australie, dur. C'est pas la nation du Sud qui nous a fait rêver, quoi. Je suis désolé, hein. L'Australie, c'est la plus cata, celle qui proposait le jeu le moins intéressant. Et il y en a un qui sortait du lot, c'était Kurt Leville. Donc, bonne pioche pour le Racing, clairement. Alors j'ai dit une bêtise, je viens de vérifier. Donc son salaire, on parle de 400 000 euros annuels hors prime. Ce qui est du coup pas tant que ça pour un joueur de cette qualité. Je sais pas ce qu'on va dire, c'est une belle affaire en fait, une très belle affaire. Après, il a 31 ans, hein. Ouais, bah, putain, à ce prix-là, c'est quasiment le prix d'un Brice international Dulin. français correct, quoi. Pas loin, je pense. Après, par rapport à l'hémisphère sud, on paye bien mieux en Europe aussi. Donc, Ah je oui, pense bien qu'il sûr, devrait pas bien sûr. avoir. Je pense qu'il gagne aussi à venir ici, hein, Ouais, par rapport il à ça. gagne un peu Là, il y a plus. Bien un sûr, bien avantage sûr. en fait. Ce qu'ils n'ont pas chez eux, c'est en France, globalement, on arrive à arranger qu'il y ait on va dire, une somme allouée au logement, une voiture fournie par le club, des billets d'avion. Et en fait, le salaire, c'est du reste à vivre. Parce que les principaux frais de vie, on va dire, ils sont déjà pris en charge. Il y a des clubs qui gèrent plutôt bien aussi l'aspect relocation d'un étranger en France avec des primes ou qui ne sont pas chargés de la même manière, etc. Ce que font aussi des grandes entreprises type, je sais pas, Airbus ou voilà. Pour un joueur, c'est plutôt avantageux. C'est-à-dire que souvent, à salaire quasi égal, c'est bien plus avantageux d'être en France par rapport à ces avantages-là. Et puis surtout, on a une fiscalité plutôt arrangeante, on va dire, puisqu'on est français et que quand il y a une règle, il y a 25 exceptions, globalement. C'est la même chose pour la fiscalité où on arrive un petit peu à… Je parle de choses tout à fait légales. Je ne parle pas de droit à l'image, de trucs un peu dingues comme ça. Hein. Je parle un jeu, il va bénéficier d'une impatriation, qui est une loi dont bénéficient les footballeurs. L'impatriation, c'est que quand on n'a pas été résident fiscal français sur les 5 dernières années, on paye des impôts sur seulement 70% de ses revenus, ou pour certaines catégories professionnelles. C'est une aide pour faire venir, on va dire, des talents spéciaux en France. C'est le cas aussi, notamment pour les artistes. Et il y a tout un tas de petites choses qui fait que dans la plupart des pays du monde, on paye entre 40 et 45% d'impôts, ce qui est le cas en France pour quelqu'un qui est célibataire. Pour un joueur un peu réduit, et je ne parle pas d'investissement, de rien du tout, hein, un joueur qui serait marié, l'impatriation, grosso modo, il va plutôt se retrouver autour de la moitié de ça. Donc c'est quand même pas Ah mal. ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils cherchent Moi, tous des femmes en France, du coup. j'avais une question aussi, Damien, pour toi. Par rapport à, j'ai un pote Sudaf qui m'avait dit par rapport à tout ce qui est école, on sait que dans les pays du Sud, bah, c'est peut-être 10 000 euros l'année, des choses comme ça. En France, quand ils arrivent et que l'école, ça coûte rien, ou les frais médicaux, des choses comme ça, ils se régalent et ils en reviennent pas. Donc ça aussi, je pense que c'est un avantage, entre guillemets, en nature, non négligeable pour eux. Mais je vais prendre plusieurs exemples. C'est un bon exemple, l'Afrique du Sud. C'est que c'est un pays où il n'y a pas de système social public. Voilà, par exemple. Normalement, compte pour je sais pas, pour une mutuelle où nous, on va payer, je ne sais pas, entre 30, 40 jusqu'à 70, 80 euros suivant les mutuelles, grosso modo. Eux, ils payent Mhm. au moins 300 euros par mois déjà.
Ils n'ont rien, il n'y a pas de sécurité sociale. Les écoles, il y a des écoles publiques, mais elles ne sont pas très fréquentables normalement. Elles sont même plutôt un peu dangereuses parfois au pays du Sud. Nous, on a un système public qui fonctionne bien. Donc, eux, effectivement, quand ils ont cette découverte-là, ils se disent, ouais, c'est magique la France, tout est payé. Enfin, je veux dire, en France, il y a le chômage. Là, en l'occurrence, dernièrement, il y avait le chômage partiel. C'est magique pour les clubs. Pour les joueurs aussi. Pour les joueurs, c'est pas mal quand même de toucher 84%. Ah bah oui, c'est sûr. Joueurs, pour les Ah ouais. 84% de son salaire. Dire en Angleterre, ils ont baissé de 25% direct, sans discussion, sans rien, quoi. Ouais. Je pense que on a des avantages sociaux et des acquis sociaux en France qui sont quand même très très forts pour la Qui catégorie. nous rendent attractifs en tout cas. Ouais, du coup, ça rentre clairement dans les négociations, en fait, quand tu abordes des joueurs étrangers. Bah, disons que quand moi j'explique à un étranger la France en soi, c'est-à-dire que moi je lui explique avec un tableau de ce que sont les avantages et les avantages dont il va bénéficier en France. Comme je disais, sur une offre même pas similaire. Déjà en France, on paye un peu mieux globalement, à part le Japon, voilà, mais on paye un peu mieux. Et puis il y a tous ces avantages, c'est-à-dire qu'un joueur qui viendrait pour je vais prendre l'exemple du salaire de Kurt Lebil. Je connais pas les détails de son contrat, mais s'il a 400 000 euros, on reste à savoir si c'est du brut ou du net, mais s'il a 400 000 Brut, euros. apparemment. Ça m'étonne aussi, mais brut, apparemment. Oui, mais s'il y a à côté 400 000 euros brut plus quelques primes, enfin, quelques primes, ça dépend ce qu'on appelle quelques primes aussi. Mais au-delà de ça, si la maison elle est payée, si il a des billets d'avion pour lui et sa famille, si la voiture elle est fournie par le club, bon, déjà on enlève tout ça, c'est 400 000 euros brut, c'est autour de 30 000 net quand même. Ouais, ça reste globalement très intéressant. Et d'ailleurs, au final, il y en a quand même un certain nombre d'étrangers qui ont signé en France. Et le deuxième joueur dont on parle après Kurt Lebil, d'ailleurs, il y a aussi un autre Australien qui signe au Racing 82, qui, à part Kurt Lebil, fait un recrutement relativement discret comparé aux autres années, mais ce qui reste notamment Kurt Lebil, c'est Luke Jones, qui était avant à l'UBB. Deuxième joueur dont on parle, c'est un joueur qui a choisi Emmerich, c'est Guido Petit, qui signe à l'UBB, Emmerich. Parle de Luke Jones, seconde ligne à l'UBB, et là, boum, on tombe sur Guido Petit, seconde ligne donc du coup au Jaguares qui arrive à l'UBB. Et quand tu vois le profil, c'est l'un des rares joueurs qui a. C'est marrant, on parlait de Bill, on parle de à peu près sur un joueur un peu similaire. C'est l'un des rares joueurs qui a tenu la baraque de l'équipe nationale d'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Le gars n'a que 25 ans. Il était finaliste quand même de Super Rugby avec les Jaguares à 24 ans. Enfin, on parle quand même d'un monstre du rugby. Et je pense qu'en effet, l'attrait financier, pour connaître un peu la situation économique en Argentine, le pays, c'est pas facile d'y vivre. Donc clairement, l'attrait français, il est très important. Mais au-delà de cet aspect économique, le joueur, quand tu vois la combinaison Guido Petit et Urios, tu te dis, mais ça va marcher forcément. Ça va être monstrueux. C'est-à-dire que c'est un guerrier qui arrive face à un commandant. Donc, ça va forcément être, en termes de rugby, parce que c'est un très beau rugbyman, ça va forcément fonctionner. Et je pense que moi, quand j'ai vu à peu près tous les transferts, celui-là, il m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, waouh! Et en plus, il a une marge de progression parce qu'il n'a que 25 ans. Alors, en plus, je me suis fait rapidement le pack de l'UBB la saison prochaine, même si on pourrait en changer 2-3 noms. Mais là, ça fait Poirot, tu as Douemba, tu as Tamefuna, tu as Petit, tu as Kazo, tu as Roumat, Amosa, Woki, mais tu as du Diaby aussi, tu as Ingin Botam. Aujourd'hui, Damien, est-ce que l'UBB est devenu, cette saison particulièrement, un acteur très sérieux dans les coulisses des marchés de transfert? Je pense que l'UBB, ils l'ont toujours été. Ils ont été particulièrement bons sur les jeunes Français déjà, depuis un certain nombre d'années. Ils bénéficient d'avoir un président connaisseur et qui passe du temps, Laurent Marty, sur la vidéo et qui regarde vraiment, qui je pense connaît bien le rugby par rapport à beaucoup de présidents. Qui a essayé beaucoup de choses sur les entraîneurs qui ont fonctionné, pas fonctionné. Ils ont un nouvel outil quand même, un centre d'entraînement quasi neuf. Et je pense que Christophe Furios, il arrive à un très bon moment pour mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Je pense qu'ils avaient beaucoup de tous ces ingrédients-là. Et il vient pour mettre de l'ordre. Ce qui me surprend, c'est ce que je trouve dommage pour eux, c'est de perdre Radradra, qui a un top. Dommage pour tout le monde, hein. C'est dommage pour les spectateurs aussi, je pense, ou les téléspectateurs. Après, c'est pas forcément la marque de fabrique d'Urios de prendre des joueurs
tout fait. Il a plutôt construit des équipes, que ce soit à Oyonnax ou à Castres. Il a été chercher des mecs en Pro D2, des mecs dans des clubs qui n'étaient pas forcément des top stars. Ça correspond aussi peut-être à Petit, même si je ne peux pas dire que ce n'est pas une top star. Mais aujourd'hui, Guido Petit, dans les travées d'un stade de rugby, personne ne sait qui c'est. Peut-être que dans 6 mois, Non, tout le monde saura clairement. qui c'est, mais Personne ne sait qui c'est, je te trouve un peu dur quand même. Enfin, tu sais, Non, mais c'est il y a eu vrai. un petit Non, événement mais je suis- récemment, il y a eu quand même une Coupe du Monde, ça fait partie des joueurs qui sortent du lot quand même. Ouais, mais alors tu descends dans la rue, enfin même, tu vas dans un Tu stade. descends dans la rue, tu demandes tu demandes Semir Eh, Adradra, personne ne sait qui demande. c'est, tu vois. Tu Alors, vas, tu vas à l'entraînement de Saint-Quentin en Yvelines, club très connu du milieu rugbystique. Emeric, et tu bien demandes à tes évidemment. potes à l'entraînement, est-ce que vous connaissez Guido Petit? Très sincèrement, je Mais ne connais pas. mec, Tu leur demandes à s'ils connaissent l'entraînement, Semir Adradra, là, ils vont tous te dire oui. j'ai deux gars qui savent faire leur lacet, de quoi tu me parles? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié que tu... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il n'a pas encore l'aura internationale parce que c'est Bah oui, qu'un Argentin, bien entre sûr. guillemets, et parce qu'il est C'est jeune, pas et Juan parce Martin que. Hernandez encore, tu vois. Oui, On n'est mais pas Juan dans Martin, cette alors, notoriété-là. c'est aussi, alors excusez-moi, c'est aussi un poste où il met pas d'essai. C'est un poste dans la cage, c'est un poste invisible. Le second bar, il sera jamais extrêmement populaire. Des Je fois, on suis regarde sûr les que. fenêtres, on le voit quand même. Voilà. Bah, et c'est Maxime, Exactement. bête, parce qu'il est champion du monde. Parce qu'il est champion du monde. Non, ben non, c'est avant qu'il soit champion non, du il monde, vient de l'être. On le que, connaissait avant qu'il Parce vienne à qu'il. Toulon. Non, mais attends. Alors, cite-moi, genre, les secondes barres. Non, mais honnêtement, les secondes barres, genre du Japon, par exemple. j'aime bien parce qu'on lui en cite un ça, c'est très bien, ça rentre dans l'exemple. Il dit OK, mais un autre. Mais non, mais parce que là, tu me sors d'un mec qui est une vraie star, tu vois. Qui est une Bah vraie oui, c'est star, ce qui a qu'on déjà dit. gagné énormément de Tu choses. peux Et moi, être je une te dis que star, ce mais gars-là, il est quand même connu par les aficionados du rugby, tu vois, mais il oui, est quand bien même sûr. connu. En tout Oui, cas, oui. J'ai en tout juste cas, dit il que gagne à c'était être un peu connu. dur. Maintenant, je suis quand même conscient que c'est pas Colby, quoi. Je suis d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Et Yann, toi, dans le projet UBB, il y a un nom notamment que tu avais retenu, dont tu nous as parlé, c'était Ben Lam aussi. Ben ouais, parce que du coup, je regarde aussi pas mal le set. Et Ben Lam, il a commencé un peu comme tous les jeunes néo-zélandais à se développer, entre guillemets, avec le Seven. Et Qui est un franchement, c'est ailier un. qui est un ailier d'ailleurs de 29 ans pour ceux qui ne le connaissent Voilà. pas. Voilà. Donc, il Néo arrive un Z. peu sur le tas, on va dire, entre guillemets, parce qu'il a fait beaucoup de Seven. Mais il est très, très performant. C'est un peu un Savé Abyss parce qu'il est très costaud. Il doit être à au moins 1,85 m, 90. Et il fait plus de 100 kilos et il pédale. Donc quand il avance, ça se voit et surtout ça se sent. Il a des bons appuis. Techniquement, c'est pas mal aussi. Donc je pense que pour Bordeaux, tu auras d'un côté Cordero, de l'autre Benlam. Ah ouais, très Franchement, mal. t'es ailier en face. Tu te dis ça va être long l'après-midi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. On passe à un autre ailier dont je voulais parler. C'était un ailier français, c'est Vincent Ratez qui signe à Montpellier, qui part de La Rochelle. Quand on prend la liste des Français qui ont participé à la Coupe du Monde, je n'ai pas vu d'autres transferts. C'est peut-être l'international français qui fait le plus gros transfert. Et qui va apporter énormément potentiellement à Montpellier, qui perd Nemanja Nadolo et qui va se retrouver avec une ligne arrière assez intéressante. Donc, on va avoir Cobus Reynard. Lui aussi, c'est un demi-mêlée Sudaf qui était le remplaçant de Faf de Clercq qui arrive comme demi-mêlée. Pollard, potentiellement Johan Guzen, Ratez, Vincent, Serfontaine, Ngandebe, Boutier et donc Lozowski dont on va parler juste après. Damien, pourquoi est-ce que Vincent Ratez est un des seuls Français à avoir changé de club cette saison? Normalement, après les Coupes du Monde, en général, on a quand même un certain nombre de changements de club du côté des internationaux. Je pense que, alors je ne vais pas parler à la place de Vincent Ratez, mais il doit y avoir une conjonction de choses qui sont entre une meilleure offre, une envie de changement de club. Ça fait un moment qu'il est à La Rochelle, une envie de changement de cadre de vie peut-être aussi. Il a joué à un certain moment à Narbonne, donc il avait peut-être envie de se rapprocher du sud. J'en sais rien, avec un peu de chance, il a une compagne qui vient du coin, ou voilà. Après, globalement, je trouve qu'on suit un petit peu certaines modes parfois. Enfin, je ne sais pas si on suit ces modes-là, mais si on regarde les Anglais, par exemple, les internationaux, ils changent quasiment jamais de club, ou très très peu. Et je pense que les Français, on va arriver à ça parce que globalement, je pense qu'un joueur, quand il est au top niveau, c'est qu'il maîtrise son environnement, l'environnement dans lequel il travaille, le club, le management, la prépa physique,
tout ce qui lui est proposé, le temps de jeu, comment il est géré, etc., il n'a pas forcément envie ou pas forcément intérêt à bouger. Je pense que la stabilité, dans ce cas-là, elle est plutôt bonne pour aussi continuer sa carrière internationale. Quand les entraîneurs changent pas, quoi. Et d'ailleurs, tu parles des entraîneurs, mais quand tu vois Vincent Rattez, c'est probablement aussi le fait que Garbajosa ait quitté La Rochelle. C'est lui qui l'a fait, on va dire, découvrir au très haut niveau. Vincent Rattez, faut se souvenir, il est passé par le Racing 92. Là, pour le coup, c'était Colazo qui était dans l'encadrement des espoirs. Colazo l'avait gardé un petit peu en ligne de mire. Quand Colazo a signé à La Rochelle, il l'a fait venir de Narbonne. Et puis Garbajosa l'a fait exploser. Et Garbajosa a quitté La Rochelle pour aller à Montpellier. Il fait le même chemin. Je pense que c'est aussi simple que ça. Qui aurait misé sur Vincent Rattès quand il arrive de Narbonne, qui débarque à La Rochelle? Yam, est-ce que toi, tu voyais en Vincent Ah, Rattès moi, j'ai misé, hein. potentiellement? Moi, j'ai Toi, tu misé. misais? Ouais, ouais, Ah là, oui, quand tu l'as ah, vu, bien tu te sûr. dis, Bah, OK, c'est un joueur. quand tu le voyais en Pro D2, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Mais Alors il a moi, pris une certaine épaisseur. Je ne le voyais pas à ce point-là, Yam. Qu'est-ce que tu en penses? ben, moi, justement, je vais aller à contrario d'Alex parce que j'ai joué contre lui en cadet. Il était, entre guillemets, tout maigre et pas très talentueux. Et justement, en allant à Contrairement à Narbonne, toi. pas du tout. Mais en allant à Narbonne, il a eu le mérite de beaucoup travailler, de se développer, que ce soit physiquement ou même techniquement. Et j'étais vachement impressionné parce que il faisait même des matchs avec le frère Fekitoa au centre, alors qu'il n'était Ouais, pas costaud. Et il se exact. faisait jamais prendre en porte-à-faux, que ce soit physiquement ou quoi. Et c'est là où il m'a vraiment beaucoup impressionné. Et bon, il a toujours eu mon respect, c'est pas le problème. Mais là, vraiment, il m'a marqué comme beaucoup d'observateurs, je pense. Comme quoi, Tu l'avais la tapé en cadet ou pas? oui, bah oui, oui, on les avait défoncés et entre guillemets, il avait pris le temps, donc c'est pour ça. Comme quoi, la vérité d'un match, c'est pas la vérité d'une carrière. Non, mais à Narbonne, je trouve qu'il a vraiment beaucoup bossé, Il a il s'est progressé de ouf. développé. Non, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Comme quoi, la Pro D2, c'est vraiment un tremplin. Ah, super. Ouais. Et Super, super sympa. Vincent Rattès qui s'était blessé pendant le tournoi de destination, qui aujourd'hui est en phase de rétablissement, il devrait arriver rétabli pour le début de la saison en septembre. Et c'était Moi, je dirais plutôt une octobre. fracture Tu vois, le du temps péroné. de. Plutôt octobre, je pense. Donc il devrait Moi, je arriver prends le temps de revenir au niveau, en ouais. début de saison. Ouais. Oui, après le temps de revenir au niveau, Mais effectivement, il faudra s'il peut-être retrouve attendre ces 2021. qualités-là, s'il retrouve ces qualités d'explosivité, de vitesse, et ces petits appuis, il va s'éclater, quoi. Il va Ouais. s'éclater avec Boutier. Même quand le jour où Boutier glisse en 10, lui, il peut passer 15. Enfin, pareil, c'est un joueur qui est assez polyvalent, Vincent Rattez. Ouais, mais en attendant, en tout cas, le MHR, en l'attendant, il aura le temps de se reposer parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a Alex Lozowski, Yam, dont tu as choisi de parler, qui lui est un joueur international anglais qui va débarquer à Montpellier. Non, on va le dire, qui est pareil, enfin, peut-être Emeric aura quelque chose à dire là-dessus, Non, sur ça, je suis mais d'accord. qui est relativement méconnu en France. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter, Alex Lozowski? Bien sûr, ben, c'est un peu un joueur utility back par excellence parce que comme Kurt Bill, ils sont assez similaires dans le profil. Il peut jouer 10, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'arrière. Donc en gros, il peut jouer partout. Très doué techniquement. C'est quelqu'un qui a 26 ans, donc qui arrive en pleine possession de ses moyens aussi. Techniquement très sûr, il peut buter, il peut attaquer la ligne. Il s'est beaucoup amélioré parce que ces dernières années, euh, chez les Saracens, il jouait au centre parce qu'il était barré en 10 par Farrell et à l'arrière par un très bon joueur qui s'appelle Alex Good. Donc du coup, il n'y avait plus trop de place pour lui. Le coach l'a mis au centre et il a fait des merveilles avec Brad Barrid. C'était très très complémentaire. C'est en fait le joueur qui a été formé. Vous savez, il y a une génération de joueurs qui a été formée par Stuart Lancaster dans les années 2012-2014, juste avant que la Coupe du Monde en 2015 soit un flop pour l'Angleterre. Il fait partie de cette génération-là, de joueurs qui étaient formés à Leeds en fait par Lancaster. Je parlais aussi de Watson, de Noel, de Kouan Dickies, etc. Et voilà, c'est quelqu'un en fait à qui on a appris à attaquer, à jouer. On disait souvent il y a quelques années que les Anglais ils étaient très formatés à faire du gain de terrain entre guillemets, et lui pas du tout. Il s'inscrit dans une autre ligne, dans un autre état d'esprit, et ça se voit tout de suite. Je vous invite à aller regarder ses vidéos sur internet. C'est vraiment un joueur très très doué. Donc tu disais il est international. Oui, c'est vrai, mais il a que 5 sélections, parce qu'après il y a aussi énormément de monde côté anglais. Il est quand même 2 fois champion d'Angleterre, 1 fois champion d'Europe avec les Saracens. Malheureusement, là, il doit, entre guillemets, s'exiler
parce que les Saracens descendent. Et donc, Tu le au vois à terme quel poste à Montpellier, toi? franchement, c'est très difficile à dire parce que il ressemble beaucoup à quelqu'un comme Johan Goussen aussi. S'il y a Pollard en 10, ça va être compliqué. À l'arrière, il y a Boutier. Donc pourquoi pas au centre, comme il y a Stein qui part. Mais tu vois, il y a aussi Serfontaine, tu as aussi Vincent. En tout cas, il peut jouer partout. Donc c'est ça que c'est intéressant. Dans un effectif, le jour où tu as une blessure, enfin, il pourra dépanner quoi qu'il arrive et il sera surtout très à l'aise. Donc, si en termes d'intégration, parce qu'il y a la barrière de la langue aussi, hein, peut-être Damien nous en parlera, mais souvent sur les anglo-saxons, c'est assez difficile de s'adapter. En tout cas, lui, si il arrive à bien s'adapter, Enfin, euh, la langue à Montpellier, jusque-là, ça parlait quand même beaucoup Sudaf, hein, tu vois, enfin voilà. anglais, quoi. Après, j'allais rebondir sur le fait que là, le recrutement, il est très franco-français, avec Ouais. Capelli, avec Orletta, avec Verag, etc. Donc peut-être qu'ils veulent retrouver aussi cet aspect franco-français. Mais en tout cas, c'est un super joueur qui va faire beaucoup de bien et qui va nous régaler, vous allez le voir, parce qu'effectivement, c'est pas le plus connu de tous, mais très, très, très bien. Donc là, attention, il y a Pépite. C'est un prêt, hein. Oui, c'est un prêt d'un an. Tu fais bien de le souligner, Emeric, parce que je voulais demander à Damien, c'est quelque chose qui se voit très peu finalement dans le rugby, les prêts, hormis ce qui se fait de top 14 à Pro D2, on le voit assez souvent. Le prêt, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à négocier avec les clubs? Est-ce que les clubs sont de plus en plus demandeurs ou alors c'est vraiment parce que là, les Saracens vont descendre en deuxième division et là, c'était très intéressant pour le MHR. Alors déjà, d'un point de vue réglementaire, dans le rugby, il n'y a pas de prêt entre pays, en fait. Ils appellent ça un prêt, mais c'est un faux prêt. Je m'explique. En gros, il a pété son contrat, il a signé un contrat d'1 an et il a signé un pré-contrat pour dans 1 an pour revenir au Saracens, globalement. Euh, Il n'y a pas enfin, c'est un des problèmes, je pense, global du rugby, mais ce serait presque une autre émission. Il n'y a pas d'harmonisation sur l'aspect contractuel, il n'y a pas d'harmonisation chez nous, les agents non plus, sur les règles d'un pays à l'autre, etc. Donc, D'accord? il n'y a pas tout ça. Ce qui est plutôt dommage, en fait. Moi, alors après, nous, on a tendance à vouloir privilégier nos sélections nationales, les GIFs, etc. etc. Donc, peut-être que les prêts n'iraient pas dans ce sens-là, encore que je trouverais ça, ça s'est jamais fait. Mais il y a des clubs qui ont mis en place des échanges. Je pense à Clermont, à une époque, avait un échange avec Leicester où des mecs venaient 6 mois. C'est-à-dire des mecs de Clermont allaient 6 mois à Leicester, et 2 mecs de Leicester venaient 6 mois à Clermont, ce qui, je pense, était plutôt intéressant sur les centres de formation, sur l'échange, l'évolution du joueur, de l'humain, etc. Bon, bref, ça, mais c'est des choses qui sont, entre guillemets, vraiment de club à club, où le mec ne peut pas jouer. Enfin, les règlements sont quand même assez lourds pour pouvoir faire ça. Donc, ce n'est pas vraiment un prêt. Après, moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, Souvent, c'est difficile parce que dans le rugby, il y a cette espèce de part d'évolution du joueur qu'on ne maîtrise pas très bien, notamment sur l'aspect physique, euh, qui, qui fait que les effectifs ne sont pas pléthoriques par rapport à d'autres sports, je pense, par rapport au foot. Fait que, je ne sais pas si on est le quatrième demi-de-mêlée ou le troisième demi-de-mêlée, partir en prêt 1 an, ouais, ça peut paraître en se disant ouais, je vais beaucoup jouer en Pro D2, mais en fait, il y a un espèce de côté danger parce que on peut rater une chance dans son propre club. Hmm. Est-ce qu'en Pro D2, on va jouer? Est-ce que je pense que ça dépend beaucoup des entraîneurs. Il y en a qui sont beaucoup là-dessus. Des prêts, il y en a quand même de plus en plus, mais qui sont plus, je trouve, des prêts économiques, on va dire. Ça permet d'alléger la masse salariale que des prêts objectivement hyper intéressants pour les joueurs. Parce que les joueurs, parfois, ils demandent, moi ça m'est arrivé, de joueurs qui voulaient être prêtés et que les clubs refusent. Et ce qui est parfois assez Le frustrant. club prêteur Il a assez ou peu. le club d'arrivée? Non, le club prêteur qui Ouais. dit écoute, moi j'ai besoin de, je sais pas, le manager qui dit écoute, moi j'ai prévu qu'il y ait 4-10 dans mon effectif, t'es quatrième, mais moi il m'en faut 4 en fait. Si j'en pète 2, il m'en faut 2 autres. Hmm. Et ils ont tendance à vachement garder le truc pour eux et avoir cette espèce de côté propriété sur le joueur des fois, qui peut être contre-productif. Et puis au bout de 6 mois, ils te disent, ils appellent le bien nommé, l'agent. Ils disent bon, en fait, là, j'ai pas besoin de lui du tout, ça serait bien de lui trouver un prêt. On est au mois de janvier, c'est un peu plus compliqué, mais ça arrive souvent des choses comme ça. Le joueur dont on va parler ensuite, c'est Will Skelton. Alex, c'est toi qui l'as choisi. Will Skelton, là, c'est une véritable star. C'est un déménageur qui arrive à La Rochelle. Ouais, déménageur, j'ai fait dire un truc méchant, enfin un truc un peu tendancieux comme mangeur d'enfants, tu vois. Mais Moi, j'aurais non, dit mais ça, parce hein. que Moi, j'aurais dit ouais, ça. non, mais parce que enfin, c'est pas grave, il y a pas de droit sur cette photo, c'est Wikipédia, mais j'étais tout à l'heure sur sa fiche. Sa fiche,
Là, je pense qu'il a à peu près 13 ans, là, à peu près, sur cette photo. Il a à peu près 13 ans parce qu'il fait quand même 2,03 m. Il doit faire pas loin de 130 kilos. Enfin, c'est un colosse, quoi. Je me rappelle quand on a fait une tournée en Australie, je crois, l'équipe de France avait fait une tournée en Australie il y a quelques temps. Ça avait été un carnage, d'ailleurs, si je me souviens bien. Skelton, moi, je l'avais jamais vraiment trop vu jouer. Et, il m'avait impressionné, quoi. Il était incroyable. Là, pareil, bon, bah, c'est le même problème. Les Saracens descendent, donc il lui fallait trouver un club. Et pour le coup, lui, il signe plusieurs années à La Rochelle. A priori, c'est pas un prêt, c'est pas des raisons économiques. C'est juste que voilà, il s'inscrit dans un nouveau club. La Rochelle, je pense, casse sa tirelire. Il faut savoir quand même que le Stade Rochelais passait très proche en tout cas, c'est ce que communique le club, de grosses difficultés financières. Il y a 7000 abonnés qui ont renoncé à leur remboursement. Enfin, voilà, ils ont sauvé le club. En tout cas, c'est comme ça que le club de La Rochelle le met en avant. Et là, tu as Will Skelton qui débarque. Pareil, je pense très, très, très gros salaire. Probablement, il rentre immédiatement, je pense, dans le top 3 des salaires du club. Et c'est un super joueur de rugby. Enfin, c'est exactement ce qui manquait à La Rochelle. La Rochelle a un pack quand même assez mobile, plus mobile d'ailleurs que dans les années Pro D2, mais là vraiment mobile. Quand tu vois Kevin Gourdon, quand tu vois Romain Sazi qui évolue parfois en deuxième ligne, qui a plutôt un gabarit de troisième ligne. Même les piliers qui font 130 kilos à Tonio, ils sont mobiles. Alors, mais ouais, tu vois, même lui, quoi, tu vois, c'est fou. Et Skelton, vraiment, il va apporter énormément de puissance. Enfin, c'est un gain, si la grève prend, c'est un gain monumental pour un club comme La Rochelle. Qui d'ailleurs, je pense, c'est fou, quoi. Enfin, ça paraît fou. Moi franchement, je ne sais pas, Damien, mais moi, ça m'a relativement étonné d'entendre ce transfert parce que, hormis Vito, La Rochelle n'avait pas fait de folie depuis son arrivée. Et là, Skelton qui arrive à La Rochelle, depuis les Saracens, il y avait beaucoup de noms qui étaient annoncés en France. Skelton à La Rochelle, moi, ça m'a étonné. Est-ce que de ton côté, tu as été plutôt étonné ou non? Non, je ne peux pas dire que j'ai été étonné parce que La Rochelle a quand même les moyens d'attirer ce genre de joueurs. Et ils ont un manager néo-zélandais, Jono Gibbs, ce qui, je pense, facilite pour ce genre de joueurs l'aspect intégration rugbystique, on va dire. Le petit coup de fil ou le rendez-vous qui va bien. C'est plus facile qu'avec tu vois, le bon français de Tarbes qui ne sait pas parler anglais. Tu vois, pour Skelton, en tout cas, ça a dû jouer un peu. Pardon pour les Tarbais qui écoutent. Tu vas avoir tous les Pyrénées qui vont arriver chez toi. C'est pas très loin en plus. Il faut que je me mette plus sérieusement. Non, je pense qu'il y a aussi un super cadre de vie à La Rochelle. Il y a quand même un super club, un stade plein tout le temps, un nouveau centre d'entraînement aussi. Il fait des super conditions. Et Skelton, il a signé bien avant que les Saracens cherchent à plus qu'alléger leur masse salariale. Je pense que lui était vraiment, quoi qu'il arrive, il était sur le départ et il voulait autre chose. Je pense qu'il ne se voyait pas rentrer en Australie et que l'étape après l'Angleterre, c'était la France et la prochaine, ce sera sûrement le Japon. Mais dans une forme de logique presque qui pourra apparaître comme une logique de carrière, mais honnêtement, je ne trouve pas ça surprenant, quoi. Après, effectivement, je pense qu'ils ont dû bien le payer ou en tout cas bien le séduire parce qu'à son poste, c'est un des meilleurs du monde aujourd'hui. Oh bah, je pense que, ouais, effectivement, je ne sais pas qui. Après, je sais pas qui vous mettez largement au-dessus de lui, mais c'est vrai que Will Skelton en France, Dodger. ça va être un. Il y a Guido Petit qui arrive. Il y a Guido. Et Guido Petit. J'allais le dire. Non, mais tu sais quoi, vous m'avez presque chauffé. Skelton, alors, en termes de carrière, il n'y a pas de comparaison possible pour le moment. Oh, mais je suis persuadé qu'en termes de connaissances, Guido Petit, Skelton, il y a match. Oh, oui, je sais pas. Skelton, il marque tellement visuellement. Oui, mais c'est tout. Après il va te marquer physiquement, Guido Petit, si tu lui dis que Skelton, il est beaucoup plus fort que lui. Bah non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que en tout cas, le bon combat entre les deux va être sympa. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et après, tu parles de Maro Itoje, Aymeric, mais c'est vrai que du côté des Saracens, on a annoncé une vague de départ. Il y en a pas eu tant que ça, quoi. C'est à moi que tu dis ça? Oui, c'est à toi, Aymeric, que je dis ça. Bah après, il y a eu l'appel du pied du capitaine qui a dit moi je vais rester, on va remonter. Donc à un moment donné, tu étais un peu obligé de suivre le mouvement, quoi. Quand le capitaine il dit ça, tu passes pour un énorme, je sais pas, un énorme mercenaire de te barrer aussi. Tu vois, il y a une sorte de pression morale. Regarde un peu. La Juventus, quand ils sont descendus en série B après les affaires de matchs truqués, il y a beaucoup de joueurs qui étaient restés, hein, qui avaient joué en deuxième division. Hein. Alors que c'est que du foot, hein. Imagine, et qu'ils n'ont aucune morale.
Il y a un autre joueur. On passe au joueur suivant. C'est un joueur qu'Emery que tu as choisi. C'est Matsushima de son prénom. Katoro. Kataro. Kotaro. Kataro. Kotaro. Il va l'appeler Kotaro. Franchement, les gars. Kotaro Matsushima qui signe. Tu veux la blague? La blague, c'est que je l'ai écrit juste devant moi. J'ai inversé les lettres. Bon, Matsushima. Matsushima, c'est donc un japonais d'origine. Enfin, je sais pas si. Ouais, si, il a la double nationalité. Il est né à Pretoria. Je me suis renseigné quand même un minimum. Et puis, il a joué là-bas, de toute manière, qui a 27 ans, qui est un peu la sensation au Japon, qui est un ailier phénoménal, qui arrive donc on va dire, à 27 ans. Je trouve que c'est l'âge où vraiment le joueur, il est fait. Et ce gars-là, il a 2 Coupes du Monde, 9 matchs de Coupe du Monde. À chaque fois, c'est. Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est le meilleur marqueur de son équipe. 5 essais sur les matchs de la Coupe du Monde, sur la dernière Coupe du Monde, effectivement. Ouais, et puis c'est un joueur qui est vraiment magnifique, qui fait vraiment plaisir à avoir joué. Et c'est un joueur qui est vraiment aguerri parce que, certes, il a joué au Japon, mais il a joué aussi pour le club japonais qui jouait en Super Rugby. Il a joué en Australie et il a joué en Afrique du Sud. Et il a même été un petit peu en espoir à Toulouse, vite fait. Mais donc, ce gars-là, il est extrêmement aguerri, il est extrêmement fait et je pense que ça va être un phénomène. Et les ailes à Clermont vont être très belles. C'est vrai et puis surtout, il va y avoir un joueur qui s'appelle Sébastien Bézier qui va bien les nourrir. Mais ça, Yann va nous en parler tout à l'heure. Dis-moi, Alex, je vois que tu veux intervenir. Est-ce que ça va pas faire un Goromaru bis? Moi, je vous pose la question quand même. Ah non, je pense pas, non. Je crois qu'il est plus talentueux quand même. Ouais. Non, mais plus sérieusement, je vais demander à Damien, est-ce que ce marché, j'ai envie de dire presque nouveau marché du Japon, de joueurs japonais talentueux qui pourraient donc évoluer en Europe, ou voilà, avec vraiment des places de choix à prendre, hein, quand tu vois que Matsushima, c'est possible l'année prochaine qu'il fasse 20 matchs de top 14. Est-ce que pour toi, c'est un nouveau marché qui est intéressant et comment tu comptes l'aborder? Alors, c'est intéressant parce que c'est un marché presque inversé pour les clubs français, je pense. Ah ouais? C'est-à-dire que nous, on a l'habitude en France, en top 14, on est ceux qui payent le mieux, sauf par rapport au Japon. Donc, si tu veux, il va falloir vraiment avoir d'autres armes de séduction. Le niveau du championnat, la qualité de vie, la qualité d'entraînement, je ne sais pas, jouer plus de matchs pour le coup, à l'inverse que ce qui se passe au Japon, pour séduire ces joueurs-là, parce qu'ils sont plutôt très bien payés, dans des conditions quand même plutôt pas mal d'entraînement. Ils jouent assez peu, donc ils prennent quand même assez soin d'eux. Maintenant, je pense que les Japonais, sur les 2 dernières Coupes du Monde, ils nous ont quand même montré qu'ils avaient largement le niveau. Il y a plein de super joueurs. Je pense aussi qu'il va y avoir un attrait sur les échanges que veulent organiser les clubs comme Clermont. Je ne sais pas si Matsushima il rentre dans ce type d'idée, mais d'ouvrir en termes de marketing d'autres marchés, comme les clubs aujourd'hui ou la Ligue qui cherche à investir un peu la MLR aux États-Unis. J'imagine qu'au Japon, c'est un peu pareil, quoi. C'est d'essayer d'attirer peut-être des fans, peut-être des gens pour venir. Peut-être que bientôt, il y aura plein de Japonais dans les tribunes de Clermont. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de Goromaru, il avait quand même attiré pas mal les médias, etc. à Toulon. Oui, Même si ça a été quand même un flop, je pense que le mec sortait visiblement un peu d'une énorme période, presque une dépression parce que c'était trop. Matsushima, il a un peu voyagé, un peu bourlingué déjà. J'aurais tendance à croire plus à l'adaptation d'un Matsushima que ce qui s'est passé pour Goromaru. Toi, pendant la Coupe du Monde, est-ce qu'en regardant l'équipe japonaise, tu t'es dit, voyons que lui, il jouerait bien dans un club de top 14, je pourrais le placer dans un beau club de top 14? Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont frappés un peu? Je me souviens du 8, Himeno, Ah oui, qui est vraiment, je pense, qu'il a le jeu pour jouer en Europe. La troisième Capitaine. Leach, ouais. Ouais, trop fort. Ils ont des joueurs quand même qui sont. Je trouve qu'ils ont pas. Enfin, ils ont quelques joueurs qui sortent du lot. Ils avaient le pilier. C'était le pilier avec le petit bouc blond. Je me souviens. Ino. Ah oui. Kishi Ino. Ah non, lui, c'était le talonneur, je crois, non? Ouais. C'est pas lui alors. Talonneur casqué. Il avait aussi une barbiche blonde. J'ai oublié son nom, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient venir. Après, au Japon, je les sens pas trop. En tout cas, pour moi, en tant qu'agent, c'est un nouveau marché, un marché auquel je m'intéresse directement. Et la période du confinement, justement, elle m'a permis de faire pas mal de visio avec des gens là-bas. C'est assez particulier parce qu'il y a un staff japonais, un staff anglo-saxon. C'est le staff japonais qui décide, il faut passer par des traducteurs, etc. C'est une organisation
japonaise pour le coup. Et Parle pas encore japonais pour le moment. hyper strict, non, rien du tout. Même si faudra peut-être s'y mettre à un moment, mais je pense qu'ils n'ont pas trop intérêt à venir quand même chez nous. Aujourd'hui, j'ai posé à quelques clubs du championnat japonais. Je ne parle pas des Sunwolves qui vont arrêter, mais des clubs au Japon, Panasonic, Toyota, etc. Et quand je leur dis aujourd'hui, vous imaginez quoi comme salaire pour un joueur X, Y, Z? Et en gros, ils te disent, ouais, nous, c'est nos limites en fait. Si le propriétaire, ça le fait rêver, il n'y a pas de limite. Et les chiffres qu'ils annoncent, ça fait. En plus, il y a la conversion avec le yen. Donc, c'est-à-dire qu'un salaire moyen, déjà, c'est en millions. Donc, déjà, je pense que ça parle un peu. Les chiffres, ça doit être faramineux. C'est, ouais, mais les joueurs, après, ils y sont bien. Et puis, ils jouent que 6 mois, quoi. Dans des conditions de vie qui sont pour peu qu'on aime la vie dans une grande ville, etc. Et qu'on ne soit pas dérangé par la pollution, un appart au 25e étage, etc. C'est pas horrible. Effectivement, je reprends mes amis de Tarbes pour le mec de Tarbes aller au Japon. Il s'est passé quelque chose avec Tarbes. Non, je plaisante pas du tout. Peut-être que quand à Tokyo, quand tu vas te balader dans Tokyo, que tu vas avoir 4-5 maillots de l'ASM, tu vas commencer à parler japonais, du coup, tu vois, ça va être un peu. Je sens que là-bas, ça peut peut-être déclencher, parce que lui, c'est quand même l'une des superstars. Hein. Ouais, après, je sais pas, j'arrive pas à mesurer honnêtement l'impact que ça a au Japon. Ce serait intéressant. Alors, je pense que Goromaru, pour le moment, on n'en sait rien, tu vois. Du rugby. Goromaru, c'était une superstar bien au-delà du rugby. Et du coup, je pense qu'il a eu une aura dans le pays extraordinaire. Est-ce qu'un Matsushima, qui est un super joueur, est-ce qu'il a le même niveau de reconnaissance Ça dépend quelle star on fait et ça va dépendre de son niveau de jeu sur le terrain. Je pense que s'il nous met 2-3 essais exceptionnels, on va commencer à avoir des tonnes et des tonnes de focus sur le FC Rugby, là, sur Canal. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est fortement possible. Et quand on résume, du coup, la ligne d'arrière de Clermont avec Matsushima, ça ferait donc Para, Lopez, Raka, Fofana. T'as dit Para, attention. Attendez, mais laissez-moi faire mes transitions, les gars, vous inquiétez pas. J'ai vu que Yam avait commencé à quitter. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Et Penaud, Nana et Williams. Et donc, Para, mais Para, ça peut être Bézi aussi, selon toi, Yam, parce que c'est un transfert qui t'a pas mal interpellé et tu voulais en parler. Oui, parce que je trouve le choix de carrière assez intéressant et il s'explique par le fait que je pense que la concurrence sera plus saine à Clermont ou à Toulouse. Dupont était le numéro 1 quoi qu'il arrive et que entre guillemets on a laissé entendre que Bézi serait que là pour le remplacer. Alors que si on regarde les stats, il a plus de temps de jeu que Dupont. Il se blesse moins aussi. Et en termes de collectif, si on prend le jeu, Toulouse a un jeu beaucoup plus dynamique quand c'est Bézi à la baguette que Dupont. Donc, ça colle très bien en termes de jeu avec Clermont, qui évolue aussi sur une surface hybride comme le Racing, par exemple. Et Sébastien, qui met beaucoup de vitesse dans le jeu, va pouvoir vraiment animer de manière parfaite le jeu de Clermont. Et puis, pour avoir été à la pêche aux informations aussi, Franck Azema, en fait, le voulait déjà depuis plusieurs années. Ça fait 6-7 ans déjà qu'il avait re-signé à Toulouse avant. Clairement, c'était positionné sur lui. Donc, ce qui a aussi penché dans la balance, c'est l'intérêt que le club avait pour lui. Donc, voilà. Après, en termes de joueur, pareil, c'est quelqu'un qui arrive à 28 ans à maturité dans son jeu. Il sort de 2 très bonnes saisons. Moi, je m'explique toujours pas le fait qu'il n'ait pas participé à la dernière Coupe du Monde, par exemple, ou qu'il soit pas cité parmi les meilleurs, en tout cas en France. Justement, il va peut-être l'être maintenant. Ben voilà. C'est aussi ça. Il part aussi pour s'affirmer aussi. Exactement. Et je pense que le fait qu'il y ait plus qu'un sélectionnable dans l'équipe, ça va permettre au club de pouvoir le libérer. Parce qu'effectivement, on comprend aussi que le Stade Toulousain soit un peu réticent à lâcher ses 2 numéros 9 pendant la tournée de novembre ou la Coupe du Monde ou la période du Six Nations. Là, en allant à Clermont, ce sera plus le cas, puisque a priori Para devrait plus faire partie des plans de l'équipe de France et de Galtier. Donc, ça fait un petit moment déjà, non? Ça fait un petit moment, mais il était revenu quand même il y a quelques temps Para. Mais depuis Brunel et depuis un match au Pays de Galles, c'était fini. Hein.
Voilà, donc normalement, si Bézi fait des bons matchs, normalement, il devrait être rappelé. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, moi le premier. Après, il y a aussi des très bons autres demi-mêlées en France, mais je pense en tout cas qu'il fait partie des meilleurs animateurs français actuellement. D'ailleurs, Damien, j'imagine que le marché des demi-mêlées aujourd'hui, c'est peut-être le poste où en France on est le mieux pourvu. Quand on a un joueur, un demi-mêlée, est-ce que c'est relativement difficile à placer aujourd'hui en France? C'est un des postes, effectivement, où on produit le plus de joueurs, où on est plutôt hyper productif. Est-ce que c'est plus difficile? Je sais pas, il y a beaucoup de très bons. Je pense que c'est aussi un poste où il y a un gap physique, parce que c'est là où il y a les plus petits gabarits. Donc c'est là où il y a peut-être le plus de jeunes talentueux qui, allez, entre 18 et 20 ans, je dirais, peut-être franchissent pas un certain cut alors qu'ils avaient beaucoup de talent, mais physiquement, euh, ils n'arrivent pas à franchir un cap pour le très très haut niveau, on va dire. Mais c'est sûr que les demi de mêlée, on en produit beaucoup. Après, pour revenir sur ce que Yann disait, ouais, je trouve ça assez, en tout cas, courageux le choix. Je ne sais pas comment il a fait de Bézic, parce que je veux dire, il sort de Dupont, il va se taper Para. C'est costaud quand même dans la tête de se dire, euh, même si peut-être que Dupont était très installé, en tout cas, Para, il apparaît comme étant un petit peu presque l'entraîneur bis de Clermont. Et c'est pas évident, je trouve, de faire ce choix-là. Par contre, je ne sais pas s'il l'a fait dans ce sens-là, mais peut-être qu'il y a pensé. Pareil, il est peut-être plus proche de la fin. Enfin, en tout cas, il est plus proche de la fin que Dupont. Et peut-être que sur une forme de longévité à Clermont, c'est plus intéressant pour lui. Bah, Après, c'est a ouais, Para, priori. 31 ans. Hein. On oublie qu'il a commencé hyper jeune. Il a commencé à C'est 18 ça. ans et 1 heure. C'est ça. Justement, Yam, comment, je sais que tu es assez proche de ce dossier-là, comment est-ce que Sébastien Bézi, tu sais, comment il envisage cette concurrence-là? Bah, de manière très sereine, parce que les choses, elles ont été dites et ils en ont parlé avec Azema. Donc, le meilleur jouera, et ce qui n'était pas forcément le cas à Toulouse. Je me souviens que, par exemple, phase finale, euh, quand il marque en demi contre Clermont, contre La Rochelle et qu'il change le match, bah, il était encore remplaçant en finale, par exemple. Il y a eu des matchs à l'UBB, par exemple, où quand il rentre, ça change le match. Ils étaient menés de 20 points à la mi-temps. Il rentre avec. Il y avait d'autres joueurs, hein, il n'y a pas que lui. Il fait une rentrée époustouflante et il gagne au final de 15 points. Et ça n'a pas compté en fait. A priori, ça n'existera plus à Clermont, puisque justement, ça a été discuté entre eux avec le coach. Et donc, évidemment que Parra, c'est le maître à jouer de Clermont depuis des années, etc. Mais il a aussi besoin de souffler. Il se blesse de plus en plus. Donc, il y aura une rotation qui sera effectuée, je suppose. Et encore une fois, il y a eu des discussions qui ont été évoquées ensemble. Et la concurrence sera plus saine, a priori. Après, on ne Et sait je jamais, pense hein, A que, mais priori. comme l'a dit Damien, Para, presque l'entraîneur de Clermont. Et quand tu passes 30 ans, je pense qu'au niveau professionnel, tu as cette maturité-là de te dire, de passer un peu le flambeau. Et quand tu vois un jeune qui arrive, même si il est plus tout jeune et il est extrêmement mature, il a 27 ans, Bézi, je crois, et ben, 28. je pense qu'il aura la maturité de beaucoup plus s'y passer qu'un joueur qui est plein de balles comme Dupont, à qui on promet monts et merveilles et on file les clés du 15 de France. Où tu te dis bah, c'est la star, en tout cas on veut le créer, on veut créer cette charnière comme la charnière du 15 de France, l'emblème du 15 de France pour faire venir les petits au signer des licences. Donc moi je comprends le choix de Bézi, c'est presque, enfin c'est une logique implacable d'aller au contraire s'entourer de quelqu'un d'extrêmement mature et qui a presque les rênes de la ligne arrière. Qui va pas Donc donner sa place, hein. Qui va pas donner sa place, attention. Non, il il va ne pas donnera donner sa pas sa Regarde place. place, Para. mais c'est ce que je voulais évoquer parce que Après, c'est à double tranchant aussi ce qui fait Bézi, pardon de vous interrompre, mais je trouve qu'il se ressemble beaucoup plus. C'est le même profil de joueur distributeur que Para, alors que c'est pas du tout le même profil que Dupont. Hum. C'est un choix à double tranchant dans les choix stratégiques. Par contre, il se met en face d'un joueur qui est exactement sur les mêmes qualités, buteur, éjecteur, etc. Donc là, vraiment, il peut se dire que c'est le meilleur qui jouera. Si Franck Azema et son staff sont, comment je peux dire, objectifs avec la situation, effectivement, par contre, là où il a un gros désavantage, je pense, c'est que Para, il a la confiance absolue, a priori, du vestiaire, des autres joueurs, et ça peut être aussi un peu compliqué à gérer, peut-être.
Et le dernier joueur dont on va parler, c'est Bentham Efuna. Je voulais l'évoquer parce qu'il y a eu énormément de transferts hors France, de clubs français. On a parlé de Vincent Rattès qui va de La Rochelle à Montpellier. Mais finalement, comme Damien, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a assez peu de clubs français à clubs français. Et celui de Bentham Efuna m'avait étonné parce que c'était un joueur qui était arrêté titulaire indiscutable au Racing 92, qui était Non, mais non, intégré. justement, tu vois, excuse-moi, je t'arrête, Ah Joseph, bah arrête-moi. mais il n'était plus en fait titulaire indiscutable cette saison. Tout le début de saison, il faut se rappeler, il arrive à 165 kilos, tu vois. Et ça, Laurent Travers, cette fois-ci, il lui a dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Parce que bon, il est coutumier du fait aussi, Ah bah alors tu avec vois, Curios. c'est vrai que sur le début de saison, quand je le vois titulaire indiscutable, c'est vrai qu'après je me dis bah il est blessé, donc il est un peu moins présent. Je ne savais pas qu'en coulisses il y avait une histoire de poids comme il peut Mais souvent y si, avoir, et mais il y avait aussi la il jouait pas à communication de domicile, par exemple. Lorenzetti. Mais il y avait la communication de Lorenzetti qui voulait absolument le garder. Et c'est vrai que Ah oui, quand oui. il signe à l'UBB, et je voulais de toute manière t'interroger toi, parce que je sais que tu as suivi le Racing plusieurs années en tant que correspondant. Euh, Est-ce que véritablement ça a été un ras-le-bol de sa part, tu sais, et le projet de l'UBB s'est présenté et a été parfait pour lui en fait? Moi, je sais qu'il a été proposé dans plein de clubs, en fait. Bentham Ifuna, c'était sûr qu'il allait quitter le Racing. Il y a plusieurs choses. Effectivement, bah, à chaque fois, chaque été, il donne quand même quelques sueurs froides aux diététiciens du club. Euh, et bon, bah, c'est normal. Bah, après, ça fait partie du gars, tu vois. Mais il y a autre chose, c'est qu'aussi, il y avait des soucis avec sa tenue en mêlée sur le terrain de la Paris La Défense Arena. Je crois que sur les 6 premiers mois, il est quasiment jamais titulaire à domicile parce que du coup, à chaque fois, il avait des problèmes d'appui sur cette pelouse synthétique. Et il jouait par contre à l'extérieur, sur les terrains, on va dire classiques, il jouait un peu plus. Et c'était un défaut qu'il n'a pas réussi à corriger. Et il avait besoin, je pense, de se relancer aussi. Bentham Ifuna, par contre, il est adoré des joueurs, il est adoré des supporters, enfin, c'est une figure du club. Mais c'est un gars génial dans un groupe. Enfin, c'est un gars qui à la fin des entraînements, claque des drops de 45 mètres pour se marrer, quoi. Enfin, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Qui es-tu, quoi. Et voilà, c'est un super gars. Après, je pense que Urios, c'est un super choix parce que bah, il va pas pouvoir. Tu vois, il a cette petite marge là où parfois, bon, bah, il vrille un peu. Et au lieu de manger 2 entrecôtes, il en mange 4, tu vois. Et puis Rios, il Bah, va lui dire, hein, moi ah aussi j'ai bah, envie, mais je ne vais pas le faire. voilà. Non, mais avec Curios, tu sens que voilà, il va se passer des choses et ça va être intéressant. Par contre, il va falloir qu'il gagne sa place aussi. Il va falloir qu'il gagne sa place parce que à droite, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que tu as Vadim Kobias qui est quand même Ouais, monstrueux aussi ouais, enfin, Mm. mais il sera doublé en au poste mêlée. par Vadim Kobias. Enfin, il est âgé quand même, Bah, Kobias. Il a quel franchement, je âge? sais pas, Il en a tenue en mêlée 37, fermée. enfin, il a 35, Kobias, 36, un truc comme ça. Il est âgé. Il y a Peñaravaille qui part à droite. Moi, je le vois quand même être quand même bien placé pour être numéro 1. À mon avis, il signe en tout cas à l'UBB pour être numéro 1, mais on verra. Effectivement, peut-être qu'il doit gagner sa place. De toute manière, Urios, il n'hésitera sans doute pas à mettre Vadim Kobilas, le connaissant, si par hasard Ça Bentham dépend de ne comment, respecte pas dans la quel, balance. dans quel état, entre guillemets, il revient de vacances, quoi. Mais bon, Voilà, voilà, vu exactement. qu'apparemment, je crois pas qu'il soit au Fidji, Non, enfin, il est vaut en mieux pas. France. Et bah, s'il est en France, c'est un bon point, ça. Pour C'est l'anecdote, bien ça. mon coloc l'a croisé dans un bar ce week-end, a priori. Et Ah, comment, mais il l'a c'est croisé moins dans un bien ça. bar. Non, c'est énorme, c'est énorme. Eh, si Christophe Il me l'a regarde. dit hier. Bon, alors, il Ouais. n'en plante pas, c'est normal. Il n'en plante pas, c'est normal. Et donc, les gars, on a donc évoqué ces 8 joueurs-là. Alors, il y avait plein d'autres joueurs dont on pourrait parler, notamment Cobus Reynard, qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, qui est quand même le demi-mêlée remplaçant de champion du monde qui va arriver au MHR. Le MHR qui fait un énorme recrutement. L'ASM aussi qui fait des bonnes pioches. La Rochelle aussi en prenant Skelton. En revanche, il y a d'autres clubs qui visent les phases finales qu'on a un peu moins évoqué dans cette émission. Et on va finir sur 2 clubs. C'est Toulon et Toulouse. Emeric, quand tu vois le recrutement de Toulon, par exemple, qui m'a l'air intelligent, mais sans gros nom, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? On évoque la continuité du projet, en fait, de continuer à se baser sur les jeunes, de faire éclore un peu les espoirs.
Et de toute façon, c'était le projet annoncé, que c'était fini le Clermont, le Toulon avec des grands noms et que maintenant, justement, c'est ça le projet Colazo, quoi. C'est de faire monter, c'est de créer avec des jeunes. Et quand tu as des jeunes, bah, il y a un certain capitaine de l'équipe de France, quand tu le vois, tu te dis, OK, le projet peut fonctionner s'il arrive à en Il y a un créer super centre de plusieurs des mecs formation comme ça. en plus. Bah ouais. Damien, d'ailleurs, c'est fini effectivement en coulisses ce Toulon qui va aller chercher des stars, Star, quoi. qui va plus recruter français. Là, en l'occurrence, par exemple, ils ont recruté Thomas Jolmes, qui était un deuxième ligne qui jouait à La Rochelle. Ils sont allés chercher Toé Hava, qui était à Clermont. Alors, c'est pas un Français, mais c'est un joueur qui est relativement une bonne pioche, qui n'est pas une grande star, un énorme salaire, mais c'est des grands joueurs. Est-ce que Toulon, ça y est, c'est terminé les grandes stars? Je sais pas si c'est terminé. En tout cas, le changement de président, déjà, il marque sûrement un changement de politique au RCT. Après, je pense qu'il y a aussi un contexte économique, il y a un contexte de reprise du club. Je sais pas si ce mercato-là, on va dire, il est hyper significatif pour juger la nouvelle politique de Toulon. Je pense pas que ce soit terminé, parce qu'il y a quand même encore des stars. Ils ont, je sais pas, le capitaine de l'équipe de France, pour moi, c'est une star, ou Touré Hava, c'est une Ouais, star. ou même un second bar dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que- Et, Mais c'est sur la période des transferts de la saison dernière qu'il est arrivé. Là, c'est vrai qu'ils ont un recrutement qui est relativement un peu plus discret, mais il peut y avoir C'est très un changement de Colazo. politique. C'est très Colazo, Colazo, il ouais, veut un c'est vrai. groupe qui va le suivre, quoi. Et tu vois, je regarde un petit peu les départs pour faire rapidement, pour pas prendre trop de temps. Départ, donc Marcel Van der Merwe, pour le coup, pour moi, c'est une perte, c'est Oui. une grosse perte. Mamoukar Gorgodze, bon, bah, c'est retraite. Corentin Vernet, il n'a pas éclos comme Colazo le voulait. Là, Messam, c'est une perte. Onam Bele, pareil, il n'avait pas, semble-t-il, la confiance de Patrice Colazo. Hugo Bonneval ne jouait pas. Julian Savea ne jouait quasiment plus. Mathieu Smiley, Johan Cotin. Je vois, Il est prêté. ouais. D'ailleurs, effectivement, tu fais bien de le noter. Pour moi, la plus grosse perte, c'est presque Florent Vanverberg qui va à Castres, tu vois. Mais sinon je pense que l'effectif ne va pas être chamboulé. Il y a des départs, il y a plus de départs que d'arrivées, mais le noyau reste le même, je pense. Hmm. Et d'ailleurs, Damien, on pourrait presque dire la même chose du Stade toulousain, qui ne fait pas un recrutement clinquant, mais qui reste dans son idée et dans son projet. non, mais ouais, après, il reste quand même sur une saison où ils sont champions en titre. Cette année, on ne saura jamais, mais bon, ils avaient quand même un début de saison en étant amputés de tous les internationaux à la Coupe du Monde, plus le Six Nations, etc. Je pense qu'ils auraient sûrement aussi été à la bagarre pour le titre. Donc, ils ont quand même une équipe qui marche bien. Il n'y a pas trop de raisons, je pense, de changer. J'imagine qu'ils auront peut-être des changements, par contre, à venir, parce qu'ils ont quelques joueurs un peu âgés dans l'effectif, mais c'est un roulement. Les clubs, globalement, comme les modèles comme Toulouse ou Clermont, c'est quand même il y a des années où il y en a un peu plus que d'autres, mais c'est quand même des clubs avec des plans de succession hyper clairs, des jeunes qui arrivent, etc. Euh, que ce soit à Toulouse, je pense que tout à l'heure on parlait de Clermont sur Bézi ou sur Matsushima, qui sont quand même Clermont cette année, ils ont aussi fait, pour avoir été partie prenante, beaucoup de jeunes qui arrivent du centre de formation sur lesquels, clairement, qu'on va voir de plus en plus jouer en top 14. Et à Toulouse, c'est aussi pareil, c'est parce que là, on a des générations de joueurs nés autour de quoi, 97, 96, 98 qui arrivent un peu à maturité, mais on va en avoir d'autres qui vont encore arriver parce que c'est des centres de formation qui produisent beaucoup de joueurs pour le très très haut niveau. C'est vrai que Yann, toi, quand tu vois le recrutement du Stade toulousain, tu te dis, bon, ils vont être ils vont être dans la continuité. Est-ce que tu te fais du souci ou non pour eux? Non, pas du tout, parce qu'il y a quand même un effectif de base très dense, tu vois. Par exemple, quelqu'un comme Alban Placine, il est que cinquième ou sixième dans la rotation. Pareil pour Antoine Miquel, qui était à Agen un des leaders, qui a beaucoup moins de temps de jeu. Ou si des joueurs comme ça sont, entre guillemets, un petit peu des seconds couteaux, je me dis c'est qu'il y a rien à craindre. Donc, non, non, effectivement, il y a moins de noms, voire pas de noms ronflants. Mais déjà, la base, l'ossature, elle est là. Donc, on va plus parler de continuité peut-être et de stabilisation d'effectifs que de, effectivement, recherche de stars. Après, ça peut être plutôt un bien, je trouve, plus qu'un mal, parce que du coup, les joueurs vont se connaître encore mieux, ils vont passer plus de temps ensemble, les automatismes seront déjà là.
Donc, pour moi, c'est pas une bonne chose. Et effectivement, je suis pas du tout inquiet pour ce genre de club. Ah, puis c'est quasiment les deux plus gros centres de formation français, tu vois. Donc ça veut dire plus de jeunes. Donc ça peut être positif, tu Moi, vois. c'est clair. C'est clair. Oui, c'est vrai que quand il y a des recrutements qui sont un peu moins clinquants et un peu moins nombreux, et ben forcément, les Français qui sont dans les centres de formation se frottent les doigts et c'est pas moins bien non plus de notre point de vue. Dernière question, Damien. J'ai essayé de chercher juste avant l'émission parce que je me souvenais plus du tout la fin des périodes de mutation cette année. Du coup, je ne sais plus si elle a bougé par rapport au coronavirus ou non. Donc autant te demander à toi directement. Tu dois bien avoir ça. Alors là, pour être complet, la période des mutations, elle a été décalée au 15 juillet, la fin de la période des mutations, avec une nouvelle règle où les clubs, globalement, peuvent recruter autant de joueurs qu'ils souhaitent après le 15 juillet. C'est-à-dire que c'est comme si on déplafonnait le nombre de contrats pro maximum, qui est de 33 normalement, à partir du moment où ils respectent le nombre de GIF dans l'effectif et le salary cap. Ce qui, pour essayer de, et ce qu'ils peuvent recruter, pardon, le vivier dans lequel ils pourront recruter, c'est les joueurs chômeurs, donc des joueurs qui forcément étaient en France jusqu'à cette saison qui se termine officiellement demain soir. Ce qui est, je pense, plutôt pas mal pour Pour les ces joueurs qui joueurs-là. ont trouvé de club pour avoir une autre chance. Ce qui peut aussi générer deux, trois trucs intéressants dans certains clubs qui potentiellement peuvent être achetés et peuvent encore mettre 7 millions d'euros sur la table pour avoir des joueurs après le 15 juillet. Mais ouais, ça risque de générer deux, trois autres trucs. Après, malheureusement, je pense que ce qui s'est passé, il va y avoir aussi pas mal de blessures. Les joueurs, quand même, ils sont globalement 4-5 mois sans jouer, c'est compliqué. Donc, je souhaite la blessure à personne, mais malgré tout, ce sera un contexte qui offrira peut-être d'autres chances aussi à d'autres joueurs qui n'auront pas trouvé de club d'ici le 15 juillet. On peut s'attendre du coup encore à quelques coups ou non? Est-ce qu'il y a des clubs particulièrement qui sont encore un peu actifs d'ici la fin des mutations? Il y a des clubs, je pense, qui sont à l'affût des opportunités. Il y a aussi des clubs qui savent que après le 15 juillet, les joueurs ils compteront pas dans leur nombre de contrats ou voilà, qui vont regarder quand même un petit peu en ce sens-là. Puis surtout, plus le temps va et moins le joueur il peut se permettre d'être exigeant d'un point de vue salarial. Donc c'est plutôt intéressant pour les clubs pour le moment. Ouais, donc on va attendre ça avec impatience. Merci en tout cas Damien à toi d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Bah, c'était avec un très grand plaisir. Et donc, nous, les gars, bah, on se retrouve sûrement la semaine prochaine. On va vous tenir au courant, comme d'habitude, via les réseaux sociaux. Ce sera sûrement une émission sur tout savoir sur le rachat de la SBH. Et puis, Damien, Waouh, bah, ah écoute, oui, quand même. tu es le. Comment? Tu t'engages sur un truc épineux là. Non, mais il y Il aura va falloir Richard. tout savoir. Ouais, voilà, mais il y aura Richard Esco avec nous, qui est le Super. journaliste de l'équipe qui suit le dossier particulièrement pour le journal de l'équipe. Donc lui, je pense qu'il s'y connaît quand même un peu pas mal, au cas où nous, on a Léger, peut-être léger, ouais, on non, il est manque, super on fort. manque un peu Pas de souci. d'informations. Voilà, donc Richard sera avec nous. J'espère que vous serez avec nous. Merci Damien encore une fois. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Salut, bye.